Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Zaptic de Télé sur Erdre. Salut Maïté, comment ça va? Mal. Et pourquoi? Pourtant tu as une nouvelle coiffure et qui est très agréable. Merci, mais la flatterie ne te mènera à rien. Non, ça marche pas. Non. Je signale que nous en sommes à la 7e émission et que je ne reçois toujours pas de femmes. Il y est pour rien notre invité. Mais dis-moi. On y pense, c'est en négociation. Merci. Aujourd'hui, Maïté, effectivement, nous recevons un homme, Jean-Luc Delomo, membre et administrateur de l'association Humus 44, une association qui a pour vocation l'information et l'éducation à la sauvegarde de l'environnement. Vous l'avez donc compris, nous allons parler écologie. Bonjour Jean-Luc Delomo, comment allez-vous? Bonjour à Maïté et à Philippe. On est content de vous recevoir, Jean-Luc. Alors effectivement, on reçoit beaucoup d'élus dans cette émission, mais voilà, de temps en temps, on a décidé de changer, de recevoir des acteurs de la société civile, et vous en faites partie au nom de l'association Humus 44, Jean-Luc. Une première question, Jean-Luc Delomo, qu'est-ce que l'Humus? Alors, j'aurais presque envie au préalable de dire quelque chose. Allez-y, je veux dire que je suis content d'être entre vous deux, vous allez me contrôler, parce que j'ai peur de parler un petit peu trop à la première personne du singulier, puisque je suis là pour Humus. Donc je compte sur vous pour me remettre sur les rails si je m'écarte un petit peu de ma mission. D'accord. Comptez sur moi. Le rôle nous est... Il n'y a pas de souci, on peut compter sur l'été pour ça. Donc qu'est-ce que l'Humus? L'Humus, c'est la vie. L'Humus, c'est ce qui résulte de ce que la nature produit et dont elle profite dans un deuxième temps, de façon continue. L'humus, c'est la vie. C'est la vie. C'est une matière très noble, constituée d'une quantité de matière organique, mais également de micro-organismes, un tas d'éléments constitutifs de la vie. Juste relever un tout petit peu votre micro, qu'on vous entende bien. Effectivement, oui, c'est la couche supérieure du sol, c'est ça C'est la couche supérieure du sol, mais pour nous, c'est encore un peu plus, quoi. Parce que humus, comme je disais, c'est la vie, et donc ça contient, outre la matière, également une réflexion sur justement d'où elle provient, comment elle se transforme, quel rôle positif elle joue. Comment la préserver, comment faire qu'elle soit vraiment un bénéfice pour nous tous, pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, donc vous avez bien choisi le nom de l'association. Humus, c'est un mot qui nous plaît bien. Voilà. Qui nous plaît bien. Ça vous vient d'où ce combat, cette envie de faire d'écologie, vous à titre personnel, Jean-Luc? À titre personnel, j'ai peur de vous ennuyer si je vous parle de moi. Moi, j'ai découvert le mot il y a longtemps, ça c'est le bénéfice de l'âge. J'ai découvert le mot il y a longtemps. C'était, je peux même vous dire, en 67, parce que pour moi ça avait une importance. En 67, lorsque un jour, parce que j'avais fait des études un peu scientifiques, on m'a demandé d'assurer un remplacement d'enseignant. Et parmi les matières, il y avait, c'était ce qu'on appellerait les sciences de la vie, mais c'était les sciences naturelles, on appelait ça. Et il y avait un chapitre qui s'appelle l'écologie, et je ne connaissais pas le mot. Donc évidemment, je me suis précipité vers les dictionnaires, et j'ai compris d'où venait ce mot, qui n'est pas très ancien, ça faisait un siècle qu'il existait. Enfin oui, donc je crois qu'il a été créé en 1866. Et c'est un mot qui est extrêmement intéressant, j'ai dû en donner déjà la définition dans une autre circonstance, mais c'est construit sur la racine oikos, un mot grec, oikos et logos, donc c'est la connaissance du milieu, de l'habitat, et c'est pour ça que je dis souvent que c'est la même racine, et c'est pas neutre, que l'économie, qui est l'administration de ce même oikos. Donc voilà, je l'ai découvert comme ça. Et il y a eu une piqûre importante de rappel lorsqu'en 1974, il y a eu un candidat que vous ne pouvez pas connaître, mais qui s'appelait René Dumont, candidat aux élections présidentielles, et qui était candidat d'ailleurs plus que pour être élu, pour justement exprimer ses idées. Il était... on pourrait dire altermondialiste, enfin en tout cas tiers-mondiste, mais plus que ça, féministe également, et pacifiste. Enfin, c'était quelqu'un de très intéressant, qui nous, notre génération, nous a marqué. Peut-être pas tous, mais en tout cas, moi ça a joué. Donc ça vient de là. Oui, entre autres. L'association Humus 44, donc c'est plusieurs partenaires également, comme la LPO, Ligue de protection des oiseaux, Ecopol également, l'association végétarienne de France, on va en reparler, Fabulous Toilettes également, et Greenpeace. Greenpeace qui est effectivement noté sur votre site.
Vous pensez quoi de ces méthodes parfois un peu musclées de Greenpeace? Voilà, on rentre dans le dur là. Moi je pense que, mais moi je pense. Ah bon, on est plusieurs à penser, je pense, dans cette association, qu'il faut des lanceurs d'alerte. C'est bien qu'il y en ait, des gens qui soient des troublions, des gens qui de temps en temps, pour impacter l'opinion publique, savent mener des actions peut-être un peu trop actives, mais saurait-on, lorsqu'ils font l'ascension d'un poteau électrique, lorsqu'ils s'introduisent dans une centrale nucléaire, est-ce que ce n'est pas une action en fait plus pacifiste ou plus positive que destructive? Oui. En tout cas, ça se discute. Hein. Ça se discute, mais il leur est arrivé quand même souvent de prendre des risques au nom de la défense d'une philosophie, oui, et au nom donc de la défense de la planète, mais donc des gens qui y vivent. Lorsque, par exemple, ils s'introduisent dans une centrale nucléaire pour en prouver d'une certaine manière le risque, le danger, c'est bien qu'ils nous préviennent que ce ne sont pas des sources d'énergie neutres, qu'il y a des précautions à prendre avec ces grandes et lourdes technologies. Donc vous soutenez la méthode? Je ne soutiens pas du tout la violence, oui. Pas du tout. Mais le lancement d'alerte, oui. Et les manières d'impacter le public ne sont pas multiples non plus. Donc quand les gens trouvent... Il faut que ça marque. Oui, il faut que ça marque. Alors, ça marque sur du court terme. Hein. Greenpeace, c'est sur le moment, quand ils font une action marquante, ça marque effectivement, tous les médias s'en emparent. Mais franchement, est-ce que ça fait avancer les choses? Pas vraiment. Tout est sur le court terme. Actuellement, tout est sur le court terme. Toutes les informations, y compris les plus cruelles, sont oubliées le lendemain. Oui, ça va vite. Donc celle-ci, c'est comme les autres. Pour moi, c'est ça. C'est comme les autres. Une info chasse l'autre. Un accident terrible fait oublier les bonnes nouvelles de la veille, mais les bonnes nouvelles du lendemain vont anéantir quasiment dans notre souvenir la disparition de 700, peut-être 900 naufragés. On parlera pour demain, et 300 en ce moment précis. Alors justement, une association écologique ne doit-elle pas être différente, fonctionner différemment? Est-ce qu'elle ne doit pas s'inscrire, elle, sur la durée? Vous dites que c'est du court terme, mais c'est à eux de s'inscrire. Ah non, je répondais par rapport aux actions. Oui, mais pareil, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener et ne pas faire des actions comme ça, justement? À être plus intelligent que la moyenne des gens. Il y a tout un ensemble, et je pense que justement au sein de notre association, nous on se place sur le long terme parce que on va rentrer dans le détail effectivement, mais un des discours qu'on a par exemple, c'est de considérer que la planète ne nous appartient pas puisqu'elle elle nous a été léguée par ceux qui nous ont précédés, mais nous il faut qu'on la restitue et dans les meilleures conditions possibles. Donc là c'est pas du tout du court terme, on se situe au contraire dans le temps avec des majuscules à toutes les lettres. D'accord. Vous avez également des partenaires institutionnels, on peut le dire, région, département, ville de Nantes. Oui, tout c'est puis la Nantes Métropole et d'autres municipalités qui nous aident, qui nous subventionnent à l'occasion ou qui nous font intervenir pour différentes actions, justement, celles qui ont sensibilisation. Il y a le festival Nature en Fête que vous organisez également, un festival très sympathique d'ailleurs. Pas d'édition en 2015 du côté d'Aigrefeuille-sur-Maine. Ce festival qui a eu lieu tous les ans au début est passé à un rythme un petit peu plus lent après, tous les 2 ans, ce qui présente des inconvénients parce que c'est vrai que les partenaires du coup qui sont mobilisés ont le temps de se démobiliser entre 2 sessions. Bon. Donc il y en a eu une en 2014, c'était donc à Aigrefeuille-sur-Maine. C'est vrai que ça a eu lieu 4 fois, à Aigrefeuille, me semble. 4 fois à Aigrefeuille. Et il est fort probable que ça ne se refasse pas à Aigrefeuille pour différentes raisons, entre autres parce que c'est bien de tourner, et aussi parce que je pense que la municipalité qui nous aidait sur cet événement, parce que c'est pas un événement productif au point de vue financier, c'est un événement qui nous coûte. Nous, on invite un certain nombre d'associations à participer, à avoir leur stand.
mais elles payent très peu. Il y a quelques entreprises qui sont présentes également, celles qui sont dans le secteur de l'écologie, mais qui ne donnent pas beaucoup d'argent non plus pour être présentes. Et donc nous, c'est un festival qui nous coûte, on prend ça sur notre argent, ce que l'on peut récupérer ailleurs, et l'aide de là ou des municipalités, éventuellement de la, alors pas nécessairement la région pour ces événements-là, mais enfin, région, département, communauté de communes, tous ces gens-là nous ont beaucoup aidés. Et pas simplement donc par des subventions, mais en nous demandant des prestations. Prestations alors de type sensibilisation, pédagogie, ou prestations par le fait d'être présent avec nos toilettes sèches, qui sont l'occasion de rendre service à la nature et aussi de parler des sujets qui nous tiennent à cœur. On en parlera des toilettes, on va y arriver. J'imagine. L'écologie en France, Jean-Luc, elle est représentée par beaucoup d'associations, mais aussi par un parti politique, Europe Écologie Les Verts. Une première question, a-t-on besoin d'un parti écologique en France ? Elle n'est plus représentée réellement, excusez-moi. Oui. Et qui en plus... Vu les résultats... voilà, ils ont fait leur meilleur score à une certaine européenne il y a quelques... Voilà, mais on a déjà oublié. C'est de l'immédiat. J'ai vu qu'il y avait il y a un livre qui s'intitule La Bible écolo, ou quelque chose comme ça, où... ils essaient de... Alors j'ai oublié les noms des auteurs, mais ils essaient de donner des exemples de réponses à cette question qui est très récurrente. Elle est dans le top 10 des questions qui sont posées. Alors là, par rapport à la présence de l'écologie en politique, la politique, enfin, on en a parlé déjà, l'écologie, c'est quelque chose qui n'est pas de la politique politicienne, mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, dans la mesure où ça concerne tous les éléments de notre vie, on peut dire que c'est politique. Mais politique, là aussi, au sens noble du mot. Alors, après, de là à faire un parti, ça dépend aussi comment on conçoit les choses. Parce que l'écologie, comme je vous disais, moi je l'ai découverte en tant que science, c'était donc de la connaissance. Mais de cette connaissance scientifique à une réflexion un peu plus philosophique, il n'y a qu'un pas que, pour ma part, j'ai franchi. Je pense que, effectivement, c'est pas simplement la connaissance de l'écologie scientifique qui m'anime aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a derrière une pensée philosophique, alors que peut-être on peut aussi qui peut passer par qui peut tenter. Certains, effectivement, de l'appliquer en politique. Ça, c'est inévitable. De toute façon, on est partagé tout le temps entre ces idées extrêmes. Que on veut que les choses avancent. Comment faire pour qu'elles avancent? Est-ce qu'on doit agir au niveau du colibri? Vous avez dû connaître l'histoire du colibri qui n'agit qu'avec ses tout petits moyens. Si tout le monde le fait, peut-être que ça va effectivement, mais on s'aperçoit qu'il y a de temps en temps des gros éléphants, mais j'ai rien contre les éléphants, mais je m'en doutais. Mais il y a effectivement des acteurs du monde qui, eux, ne se soucient pas de ce que les colibris font. Et on se dit parfois, peut-être qu'il faut passer à l'échelon supérieur et aussi se battre à ce niveau-là. Moi, je comprends très bien que certains le fassent. C'est pas ma démarche à moi. C'est pas la démarche d'UNUS non plus, qui reste neutre par rapport à ça. Et c'est pas une association politisée. C'est pas une association politisée, même si, effectivement, elle reste ouverte, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, elle reste ouverte à tous les échanges. Nous, ce qui nous branche, en fait, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord, précisément. Non pas pour... On sait bien qu'il y a une vérité, la nôtre, mais d'autres vérités, et qu'on ne va pas imposer, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. On croit, on est croyant, on est un peu pratiquant, et on essaie de transmettre un petit peu nos idées quasiment religieuses, parfois. Il n'y a plus d'écologistes au gouvernement. Est-ce que ça c'est mal, ou est-ce que ça aurait été bien qu'il y ait des écolos représentés au gouvernement? Est-ce qu'ils servaient à quelque chose, ces derniers? Et puis, c'est difficile de rentrer dans ce sujet parce que... Ça pourrait vous apporter quelque chose à l'UNUS 44 s'il y avait des écolos au gouvernement? Non, moi je ne pense pas que ça puisse nous apporter à nous quelque chose. Et aux autres associations l'écologie des gens en général, est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que l'écologie? Non, qu'est-ce que l'homme politique au gouvernement apporte à l'écologie?
l'homme politique au gouvernement. Ouais, est-ce que Ségolène Royal, par exemple, qui est ministre de l'écologie, est-ce que ça a apporté vraiment quelque chose à l'écologie? Les politiques ont un grand pouvoir, s'ils le veulent, dans le domaine de l'application des principes de l'écologie. Ils ont un très grand pouvoir s'ils le veulent. Ils peuvent imposer des normes, ils le peuvent, même s'ils disent qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Et bon, par exemple, le fait, moi j'entends dire parfois, bon, réglons d'abord les problèmes d'économie, après on verra pour l'écologie. Je ne peux pas comprendre ça, moi. Ça, c'est un choix politique. Je ne peux pas comprendre ça. Puisque justement, comme on disait tout à l'heure, l'écologie, la connaissance du milieu, ça précède quand même l'administration de ce milieu. Donc, c'est pas possible de faire de l'économie sans avoir constamment à l'esprit les principes, pour moi en tout cas, et pour bon nombre d'entre nous qui sommes à Humus, il faut que l'écologie soit un passage obligé pour la réflexion en tout cas, et si possible l'action dans tous les domaines, donc les domaines politiques. Donc qu'il n'y ait pas de pratique écologique dans un gouvernement, ça paraît incompréhensible. Alors que ce soit des écologistes qui soient là présents pour le faire, pour le pratiquer, pour le redire, ou des gens qui ont, parce qu'ils sont citoyens, parce qu'ils ont du bon sens, enfin bref, et tout ça, je pense que l'écologie peut se pratiquer par les politiques sans qu'il y ait des gens de Europe Écologie Les Verts au gouvernement. Mais il y a des obstacles, on comprend bien qu'il y a des obstacles entre ceux qui ont opté pour une écologie politique, donc qui ont franchi le pas. Ils ont un certain nombre il y a un certain nombre d'éléments qui font blocage, effectivement, pour une participation qui pourrait se faire sur bon nombre d'autres aspects, mais il y a quelques blocages par rapport à des décisions économico-sociales, je ne sais pas trop comment les appeler. On le voit puisque la mise en place de Grenelle de l'environnement, ça a été signé. Kyoto, il y a quelques-uns qui ont refusé, mais les accords ont été signés quand même. Finalement, il n'y a rien de réellement mis en place. On n'avance pas vraiment, malgré une décision politique. Vous voulez dire par là que, en fait, le citoyen peut faire plus que les politiques? Je pense. Vous, association. Vous, ou le citoyen, de manière individuelle. Le fameux petit colibri, si on est des millions de colibris, peut-être que ça marche. Mais il y a des échelons intermédiaires entre les hautes instances de Kyoto ou de ce qui va se passer à Paris en fin d'année, une grand-messe. Et bon, je pense que ces choses-là sont sans doute nécessaires, mais moi je crois davantage aux petites actions qui se mènent dans les territoires. Par exemple, j'ai lu récemment, je crois que c'est le pays Midi-Quercy ou Quercy-Midi, qui décide de s'approvisionner pour les cantines par exemple, en produits locaux, en produits biologiques, donc en circuit court. Et ils mettent ça en œuvre et ils appellent carrément ça, je crois, le bien vivre qu'on retrouve ailleurs dans d'autres politiques, Donc ça c'est un pays, peut-être une communauté de communes, je ne sais pas bien, je n'ai pas creusé l'affaire, mais ce sont des décisions très locales. Mais il y a d'autres niveaux, un peu plus élevés, où on peut avoir quand même des décisions au niveau des conseils généraux, au niveau d'une région, évidemment. Il y a des décisions quand même qui peuvent être prises. Dans ce domaine-là, l'histoire sans être locavore, en tout cas favoriser par exemple que faire en sorte que tout l'approvisionnement des cantines de cette ville, par exemple, soit le résultat d'une culture biologique locale. Oui, tout à fait. Ça, c'est une décision politique. On en parlera, je pense. Ouais. Tu voulais glisser un mot sur l'idéologie. Sur l'idéologie écologique, on protège l'environnement quand même pour le bien-être personnel de l'homme, je trouve. Si on observe un petit peu le pourquoi on protège. Moi, je me suis attardée juste sur une phrase, alors je vais vous dire exactement, la nature est plus forte que l'homme, elle reprend toujours ses droits. Est-ce que c'est vrai finalement? Si aujourd'hui on a l'impression d'être à son chevet, si on veut penser ses plaies, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on attend alors pour qu'elle reprenne ses droits, pour la laisser faire? Pourquoi vous voulez agir? Je vous avais prévenu. Alors, la nature est plus forte que nous, elle le prouve. Un tremblement de terre, un tsunami, une tempête, Xanthia, la nature est plus forte que nous.
La nature s'empare très vite de ruines. La nature sait faire. La nature sait faire. La nature, c'est-à-dire qu'on a été pendant longtemps, je crois, dans une idée que l'homme devait dominer la nature. On sait que l'homme, enfin c'est même peut-être des histoires un peu spirituelles ou religieuses, non, l'homme ne peut pas dominer la nature. La nature est plus forte que l'homme. Cependant, l'homme et la nature peuvent cohabiter. Et il y a un équilibre harmonieux à trouver entre ce dont l'homme a besoin pour son bien-être et ce que la nature permet naturellement pour le bien-être de l'homme et pour sa survie à elle d'ailleurs. Donc il y a justement cette réflexion permanente. C'est l'objet de beaucoup de réflexions, qui soient alors l'anthroposophie par exemple, de Steiner par exemple. C'est une réflexion l'homme dans la nature, enfin sur la planète, c'est un élément très important. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des fanats de la biodynamie qui sont donc dans le respect total pour l'homme, pour la nature, de trouver cet équilibre idéal. La permaculture aussi, la permaculture c'est également ce genre de recherche d'un équilibre entre ce que la nature permet, ce que la nature non pas doit, mais peut faire, et ce que l'homme, ce dont l'homme a besoin, mais sans exagérer dans ses besoins. On est complémentaires. On est une pièce, nous on est une toute petite pièce du puzzle. Et alors, une petite pièce, la nature fonctionnera le jour où il n'y aura plus d'hommes. Il y a plein d'autres espèces, plein d'autres pièces du puzzle. Cependant, à l'heure actuelle, on fait partie de cette espèce, on la défend, on a peut-être une réflexion un petit peu supérieure à la réflexion des plantes, quoique, on ne sait pas. Et donc, on se dit... C'est quand elle te répond que c'est gênant, t'inquiète pas. Donc, voilà, c'est-à-dire que j'en ai peut-être consommé un peu trop, là, peut-être. Oui, d'accord. Mais c'est naturel. Tout à fait. Pardon. On n'a pas dit qu'on était pour. Non, nous non plus. Continuez. Excusez-moi. On va passer à la production. Non, c'est bien. Moi, je me suis étendu peut-être un petit peu. Non, mais non, il n'y a aucun souci. Non, si je voulais. Avant la production, oui, la mode, l'effet de mode quand même. On ressort des grands thèmes écologiques comme la mode. C'est-à-dire dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, etc. Il y a toujours un moment où on remet quelque chose en avant. Ça fait avancer. Parce que c'est comme une remise en arrière en fait, on ne progresse pas. Vous trouvez qu'on a progressé depuis les années 70 ? Il y a beaucoup de domaines où on a régressé, et quand même quelques domaines où on a progressé. Et dans les domaines où on a progressé, si on a très peu progressé, c'est parce que justement on n'a pas mis tous les moyens. Et donc on espère encore qu'il puisse être mis plus de moyens. Dans l'enseignement, par exemple, on peut imaginer qu'il y ait une meilleure prise en compte de ce souci du bien-être de l'homme et du bon fonctionnement de la nature. Ça progresse dans ce domaine, ça progresse. Il y a un tas de choses qui constituent des obstacles au bon fonctionnement de la société. Je ne pourrais pas critiquer la télévision, parce que je suis mal passé aujourd'hui pour en parler, mais il y a un certain nombre d'avancées techniques qui constituent aussi des obstacles. Moi je regrette la télé, moi personnellement, je ne parle pas des gens de Humus, moi personnellement je l'ai proscrite, la télé, parce que la télé, t'es comme el coco, on dit en Espagne, elle nous mange le cerveau, quoi. Elle grignote le cerveau. Et alors pas toujours, mais par contre ce qu'il faut, moi je pense que je la reprendrai, mais ce qu'il faut c'est entretenir un esprit critique par rapport à tout ce qui nous est proposé. Et cet esprit critique, qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir nous-mêmes, pour que nos jeunes l'aient? Est-ce qu'il y a une éducation à l'esprit critique par rapport à l'image, par rapport au discours, par rapport à l'omniprésence du zapping, etc.
Est-ce qu'il y a un esprit critique par rapport à ça? Moi, je veux bien qu'il y ait une matière supplémentaire qui soit rajoutée et qui soit, par exemple, ce sujet-là. Ouais. On parle production, maintenant, on a pas mal de choses effectivement à dire sur l'écologie. On a choisi de partir de la production jusqu'au quotidien en passant par la distribution et la consommation. Voilà, on s'est organisé comme ça. Alors, un rapport de la FAO. Oui, la FAO, Food and Agriculture Organization. C'était pour tester mon anglais, c'est ça? Ah oui, quand même, on a testé aujourd'hui. Affirme que l'élevage est l'une des causes principales des problèmes d'environnement les plus pressants, à savoir le réchauffement de la planète, la dégradation des terres, la pollution de l'atmosphère et des eaux et la perte de la biodiversité. Donc le rapport il dit que l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Le méthane, la fameuse méthanisation. Bah, oui. Voilà. Mais plus loin, le rapport souligne que les problèmes d'environnement créés par les systèmes de production, et c'est là que je vais vous faire grincer les dents, ne sont pas dus à leur grande échelle ni à la production intensive, mais plutôt à la position et à leur concentration géographique. En gros, le même rapport demande au gouvernement de la réintégration de l'agriculture et de l'élevage, requérant des politiques qui orientent l'élevage industriel intensif vers les zones rurales nécessitant des nutriments pour les cultures. Donc, il demande de on mettre, ne prohibe pas, on ne conseille rurale. pas de prohiber la culture intensive, mais bien la déplacer sur les zones rurales. C'est un rapport commandé par l'ONU pour l'ONU. Voilà, donc c'est un rapport. Il y a culture intensive. Tout à fait. Il est dit culture intensive. Production intensive. Production intensive. Je savais que j'allais vous faire un cadeau. Et il commande, effectivement, il recommande de réintégrer ces De cultures. réintégrer et de les cet élevage mettre dans les zones intensif rurales. et ces cultures intensives dans les zones rurales. l'ONU. Et ils disent même que c'est vers les zones rurales nécessitant des nutriments pour les cultures. Donc en gros, ça favoriserait aussi la culture à côté. Alors, de toute façon, qu'il y ait de l'élevage dans une zone où il y a l'agriculture qui permet cet élevage, ça c'est simple. On a fait de l'agriculture intensive quand même, il y a quelques années, sur la base d'une production maximale, imposant des importations énormes de produits venant de loin, très très loin. Le soja par exemple, transgénique évidemment. Et pour revenir à des cultures locales nécessaires à l'élevage, le maïs par exemple est une culture qui a une demande, enfin, si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste, mais qui demande une quantité d'eau incroyable. Et ça c'est pour l'élevage. Donc qu'on aille chercher très loin avec des OGM, c'est pas bien. Qu'on fasse des cultures de maïs avec des arrosages artificiels, etc. Donc beaucoup de gaspillage d'eau pour une alimentation animale locale, c'est mieux. Mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit très très bien. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réduire tout simplement, moi c'est comme ça, c'est un petit peu botté en touche, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réduire tout simplement notre consommation de viande? On va en parler. On va en parler. C'est un autre sujet. Oui, mais non, on peut... C'est dans le même sujet, vous avez raison de faire le lien. Parce que je pense qu'effectivement, il faut nourrir la planète, mais de gaspillage, on va pouvoir en parler. Donc on pourrait très certainement vivre bien avec une moindre production, une production plus locale, et une production qui ne serait pas nécessairement intensive, parce que si production intensive veut dire des porcs accumulés comme il y en a en Bretagne avec les effets que vous connaissez, les algues vertes, etc. Ou si c'est pour faire des fermes qui visiblement déplaisent quand même des fermes de l'élevage dans la Somme, vous en pensez quoi justement? Ce qu'on appelle les fermes-usines en fait. Alors moi, hier j'ai fait une petite randonnée et j'ai regardé les vaches dans les champs. Et j'en ai vu des très heureuses. Je suis sûr qu'elles étaient heureuses. Elles m'ont regardé paisiblement, elles avaient de longs cils. Non, je pense qu'effectivement, elles étaient heureuses. J'ai peine à croire que j'aurais eu les mêmes images, que je conserve avec bonheur, les mêmes images avec 1000 vaches devant moi, certainement groupées, et je ne suis pas sûr qu'elles pouvaient bénéficier et de l'ombre et de la nourriture à leur demande et non pas aux heures imposées, etc. Donc dans l'intensif, il y a sans doute des choses nécessaires, il y a des populations à nourrir, il y a eu une nécessité, ça il y a juste après la guerre, bien évidemment, il y a des pays qui ont besoin de plus de production. Ne mettons pas tout, ne concentrons pas tout sur la production animale.
Il y a un éleveur d'un village, le village de Loueuse dans l'Oise, tu vois, j'ai réussi à le dire, qui souhaite agrandir, c'est le même principe, hein, son exploitation, et lui ce sera la ferme aux 3000 porcs. Donc on est dans une course en fait à ce genre d'élevage en fait, intensif quand même. Des fermes. Quand je parle d'esprit critique de la part des gens, de la part des consommateurs, de la part de ceux qui regardent la télé, mais de la part de ceux qui consomment, l'esprit critique c'est ça aussi, c'est à nous de nous demander d'où vient ce qu'on mange, comment ça a été produit. Est-ce que l'animal a vécu heureux? Est-ce qu'il a produit une viande de qualité parce qu'il n'a pas été stressé? Est-ce que, je ne sais pas, moi je ne vois pas comment une concentration de 3000 porcs, ou 1000 vaches, je vois vraiment des nombres, je ne vois pas comment on peut produire des animaux, heureux, et donc une viande... Moi, si j'ouvrais une parenthèse, je dirais que, contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas défavorable à la corrida. D'accord, ça c'est vraiment... Pourquoi? Parce que j'ai vu des taureaux élevés avec beaucoup de soin, dans de grandes surfaces, chouchoutés. Enfin, un point commun. Alors, parfois... toi et le taureau ou... Oui, monsieur, c'est ça. D'accord. Parfois un petit peu trop soignés quand même, parce qu'ils sont suivis de très près, mais ce sont des taureaux qui, certes, passent un mauvais quart d'heure à la fin de leur vie, certes, mais qui en réalité a été précédé de plusieurs années de vie, de bonheur. Donc à la limite, vive le taureau de corrida plutôt que la vache de la ferme des 1000 vaches. Vous allez vous faire des amis, je pense. Ouais. Je crois que c'est bon. Tu voulais parler bio. Non, avant le bio même, juste vous parlez du sens critique. Alors moi, je vais juste vous demander le sens critique du consommateur. J'entends bien la qualité de la viande, etc. Mais le sens critique, il se fait aussi pour le prix au kilo. Non? Bien évidemment. Le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on entend, ça fait aussi partie du top 10, je crois, des questions, c'est est-ce que l'alimentation de qualité n'est pas réservée à ceux qui ont les moyens? Probablement, sauf décision politique, peut-être. Décision politique d'aider, non pas les grosses unités de production, mais les petits producteurs bio. Soutenir. Et donc, avoir des magasins qui pratiquent des prix comparables, dont les produits sont mangeables à 100%, parce qu'ils ont poussé, on peut même manger la peau de la carotte et de la patate, parce qu'effectivement, ils ont poussé dans de bonnes conditions, dans de la bonne terre. Sable. Moyen. On peut laver, manger la peau, au lieu de gratter, laver seulement, brosser. Je sais pas, moi je pense qu'on pourrait probablement, oui j'ai dit moi je pense, alors qu'en fait, encore une fois, c'est à Humus, on pense que... on pense que effectivement, si on mange sans gaspillage, parce que le gaspillage, vous avez prévu d'en parler, mais si on mange sans gaspillage, si on mange avec une certaine modération, si on mange des bons produits, si on ne jette pas donc les parties un peu plus vertes du poireau, eh bien peut-être que c'est pas beaucoup plus cher, si en plus il y avait une petite incitation politique, on pourrait probablement manger au même prix, de façon bio, en tout cas saine, et plutôt que d'être obligé d'être très riche pour aller dans les magasins. C'est ça, des biocorps. D'accord. Alors le bio, justement, on en parle, c'est devenu un enjeu économique quand même, hein, on voit bien. Ce qui m'amuse un peu, c'est qu'aujourd'hui, même dans les magasins bio, parce que j'y vais de temps en temps, il y a des vêtements. On fait même des vêtements bio aujourd'hui. Je trouve que voilà, ça se décline dans tous les domaines. Est-ce que ça n'a pas un côté gadget quand même? Il y a une vague propice, effectivement, c'est tentant de surfer dessus. Mais moi, je crois quand même qu'il y a des produits dans nos vêtements. Moi, je ne prends pas la peine de regarder, bien souvent, mais dans nos vêtements, il y a des fibres qui ne sont pas saines. Lorsque le coton est bio, on a de fortes chances quand même qu'ils ne produisent pas d'allergie sur notre peau, par exemple. À condition d'avoir utilisé la bonne lessive pour le nettoyer. Évidemment. Spécifique. Évidemment. Et la bonne lessive, elle ne vient pas nécessairement du même magasin où on vend les vêtements. Enfin, les vêtements, on peut aussi les faire, mais les lessives, en tout cas, on peut les faire. Les produits d'entretien, on peut les faire en achetant des quantités réduites de produits ne coûtant pas cher. Moi, c'est pas le sujet non plus, peut-être de parler de la... Mais par exemple, moi j'ai une cheminée, j'ai un poêle avec une partie vitrée. Et le meilleur moyen de nettoyer cette vitre, c'est un
peu de papier journal sur lequel je crache, je prends un tout petit peu de cendre, sur ce papier et je nettoie ma vitre. Oui, ça ne prend pas de temps, c'est aucun produit, c'est ma salive. Et un journal que j'allais de toute façon brûler dedans. Oui. Donc, alors ça ne vaut pas, on ne peut pas tout faire avec ma salive et la cendre, hein, mais... Côté bio aussi, on parle donc de la coexistence entre les cultures transgéniques et non transgéniques. Est-elle possible? Est-ce que les distances de sécurité sont réellement appliquées? Il y a 30 km, l'État a donné 35 km, je crois même, de distance entre les terrains. Alors on en parlait tout à l'heure, le vent, la pluie ça transporte bien ces pesticides. Comment je sais que mon produit est vraiment bio? Toutes ces histoires de distance à respecter entre un champ ceci, un champ cela, une vigne traitée et une vigne bio, toutes ces distances-là, ce sont des distances politiques en réalité. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de scientifique. Le vent change à chaque instant. D'ailleurs, il y a parfois des traitements qui se font par hélicoptère ou par drone. Donc, évidemment, les limites ne sont pas respectées. C'est bien pour ça que la décision politique, on en parlait tout à l'heure, c'est bien pour ça qu'il est peut-être normal qu'un pays soit très réticent, même si au niveau international, il ne faut pas éviter ou proscrire les OGM. Peut-être qu'à l'heure actuelle, en tout cas, il est préférable de ne pas les laisser cultiver sur le territoire. Oui. Et ainsi, on sera plus sûr. Parce qu'après, oui. J'allais en dire trop, mais... Non, un petit peu sur les circuits courts, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Luc, essayez donc de passer directement du producteur au consommateur. Ça commence à se faire, on voit même sur les parkings de certaines enseignes, le dimanche, le producteur venir directement vendre sur le parking au consommateur, ça fonctionne très bien. Donc c'est un des chevaux de bataille aussi de Humus 44, vous en parlez, des circuits courts. Les circuits courts, oui. Oui, tout à fait. La vente à la ferme, ok. Il y a d'autres structures cependant qui sont nécessaires pour les circuits courts et qui sont sans doute encore plus bénéfiques que strictement l'approvisionnement à la ferme. Les AMAP par exemple, vous allez en parler je suppose, les AMAP, bon, donc c'est pour le maintien d'une agriculture paysanne. On va chez ce petit producteur, on y rencontre d'autres gens, on parle avec celui qui cultive, ça c'est quand même quelque chose qui est satisfaisant pour l'esprit, en plus de l'être pour le corps. Le risque c'est qu'effectivement, si chacun se met à produire et à vendre, à faire magasin chez lui, c'est qu'on peut désertifier les villages. C'est ça aussi. Hein. Et on a bien conscience, mais là, nous on est d'accord pour défendre des petites structures de distribution qui soient en même temps des animations de centres-bourgs et qui constituent du lien, là aussi, pour un certain nombre de gens n'ayant pas d'autres moyens de parler, parfois, dans cette petite localité, que d'aller dans ce petit magasin. Vous défendez beaucoup l'humain, au final. Quand on vous écoute depuis tout à l'heure, il y a le mot humain qui revient, je ne sais pas clairement, mais c'est ce que ça se sent. Bah, bien sûr. Vous parlez de lien. Mais l'écologie, c'est ça, l'humus, c'est partiellement ça. Et non, je pense que si tout le monde a le souci de l'autre, des autres, on a des chances d'avancer un petit peu. Comment anéantir comment empêcher d'agir ceux qui sont si maléfiques par ailleurs. Tu parlais, Maïté, tu m'as appris quelque chose que je ne connaissais pas tout à l'heure, c'est pour rebondir sur la map, les Taikai, c'est ça? Ah, tu es jaloux là. Alors, Taikai. Taikai, merci. Je ne parle pas le japonais. J'ai vu le mot, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne me souviens plus. Je l'ai lu. Figurez-vous que les Japonais ont fait leurs premières AMAP des Taikai en 1965, après les premières victimes de Minamata empoisonnées au mercure. Exact. C'est l'origine des AMAP. C'est au Japon. Ça s'est répandu après un peu partout dans le monde. Il n'y a qu'en France que c'est arrivé en l'an 2000. Les AMAP n'existent que depuis l'an 2000? En France, oui. Nous avons même les États-Unis, et c'est un Français qui est allé aux États-Unis, qui était à New York, qui s'est baladé et qui est tombé sur une AMAP dans une rue de New York. C'est un grand moment. Et en revenant, il a décidé d'en créer une dans son village. Ça, c'est l'histoire, oui. Voilà l'histoire des AMAP.
Les AMAP, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vrai que c'est dommage qu'on soit arrivé là-dedans si tard. Parce que moi, j'ai un témoignage que je peux citer. Je ne sais pas s'il faut pas prendre trop de temps peut-être, mais moi je me souviens d'une réunion justement où il y avait des producteurs, des gens consommateurs et producteurs d'AMAP réunis. Et un petit producteur, un petit paysan donc, disait qu'il savait combien de paniers il avait à constituer, combien de clients, donc entre guillemets, il avait à satisfaire, et donc combien d'argent il disposait chaque mois. Et il était donc de ce fait totalement dégagé de l'aspect commercial et financier. Et il disait, mais vraiment c'était un plaisir de l'entendre dire, qu'il pouvait se consacrer avec bonheur et décontracté à sa production. C'est ce qui l'intéressait, c'était la production. Et ça, il pouvait le faire. Grâce aux AMAP. Les AMAP, désormais, c'est quand même 1600 AMAP qui approvisionnent 50 000 familles en France, soit 200 000 personnes. Qui sont approvisionnées par les AMAP. Hein. Tout à fait. Est-ce que c'est viable? Alors, pour le producteur, a priori, oui. Ben, le producteur, si il est dans des conditions de production de qualité, enfin des conditions de qualité de produire de la qualité, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça marche très bien en ville. Il y a la distribution. Je me souviens de quelqu'un qui allait chercher les jours où les paniers se faisaient. Le producteur avait apporté ses produits et elle allait chercher son panier, mais d'autres paniers également pour emmener chez ses voisins, voisines. Et bah, il y a du lien. Alors, de là à ce que ça se généralise. Il y a beaucoup de gens qui de toute façon n'aiment pas les contraintes au point d'avoir chaque semaine un panier à aller chercher. Non, normalement le producteur il essaie de varier. S'il est bon, il joue sur une trentaine de produits quand même. Et donc s'il est bon dans sa production, s'il est détendu justement parce que peut-être il n'a pas de problème financier et s'il peut se consacrer à sa production, normalement il peut varier. Mais forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps, le vent, la pluie, le gel peuvent causer quelques déboires. D'avoir des produits de saison. Aussi, bien sûr, oui. D'où peu de variété quand même, finalement. Oui, mais ça les c'est... AMAP, voilà, on voit bien l'étal d'un AMAP quand on récupère nos paniers, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. C'est un peu tristouné, si j'ose dire. Oui, mais en même temps, parce qu'on a justement de l'esprit critique, on sait bien que les tomates, c'est normal de ne pas en avoir en décembre. Oui. Et normal, les pommes de terre nouvelles, pas dès le mois de janvier. Ne manges-tu pas de melon hors de saison? J'ai commencé là, ça y est. Alors ce n'est pas très... Il n'est pas charentais. Hein. Il est de type charentais en plus. Oui, de type charentais, mais pas produit en Charente. Il a voyagé un petit peu entre... C'est pas satisfaisant, il n'a pas un très bon bilan carbone. Non, c'est certain. Et après, voilà, on va parler de la grande distribution dans un instant, mais enfin, si la grande distribution arrêtait aussi de nous mettre des tomates et des melons à n'importe quel moment, on arrêterait peut-être d'en consommer. Double responsabilité. Est-ce que c'est le magasin parce qu'il propose qu'on en achète ou est-ce que c'est nous qui sommes demandeurs? Qui sommes demandeurs. Là, alors moi, à contrario, j'assume totalement manger du melon hors saison et des tomates hors saison. Ouais. Ouais, moi aussi, mais ceci dit, les tomates, elles n'ont pas de goût quand tu les achètes au mois de janvier. Ça dépend, si elles viennent de plus loin encore. Ouais. C'est une réflexion. On peut les acheter confites aussi. Et c'est bien meilleur. Elles résultent de la saison précédente et elles ont été conservées au bon moment où elles avaient de la saveur. Voilà, c'est ça. C'est ce qui garde la saveur justement. Non, il faudrait être sage par rapport à ça. Il faudrait retrouver. Moi, des souvenirs d'enfance font que je ne mangeais pas d'avocat. Je ne mangeais pas d'avocat. Mais ma foi, j'ai survécu sans avocat. Je donne un exemple. Il y a un tas de choses qu'on peut... Pour parler de grande distribution, est-ce que la grande... juste, moi, de l'avocat, j'en mangeais à Bordeaux. Il y a des productions d'avocats juste à côté de chez mes parents. Alors, donc c'était de l'avocat local. Dans ce cas, parce que tu avais la chance de vivre à Bordeaux. Mais sans doute pas à n'importe quel moment de l'année non plus. Beaucoup de raisins du côté de Bordeaux. Oui, mais je préfère le boire. J'ai bien compris. Est-ce que grande distribution et écologie, ça fait bon ménage? On peut parler par exemple des quantités qu'on nous force quelque part à acheter, et puis du packaging qui fait envie d'acheter ces grosses quantités aussi. Alors est-ce que ça fait bon ménage? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Je connais des puristes qui ne vont jamais dans la grande distribution. Oui. Je connais des puristes qui n'y sont jamais allés.
Ils font comment? Et bah justement, les circuits courts, leur propre production, celui auquel je pense, il a aussi sa propre production. Donc, enfin, pour en tout cas l'alimentation. Et donc, non, c'est une ignorance, un boycott, on pourrait dire, de la grande distribution. On pourrait sans doute vivre sans, puisqu'il n'y a pas si longtemps qu'elle est présente parmi nous. Les années 60. Et avant, dans les petits magasins, il y avait la petite quincaillerie, il y avait bien sûr la mercerie, il fallait faire plusieurs magasins. Mais finalement, pas plus de distance à faire à pied ou entre la voiture, d'ailleurs on n'avait pas de voiture, pour aller dans ces magasins. Et on vivait bien. Donc en fait, est-ce que les grands centres commerciaux qui nous ramènent beaucoup de couleurs, de goudron, etc., est-ce qu'ils ont rajouté de la qualité de vie? Est-ce qu'ils ont embelli la nature? Est-ce qu'ils ont simplifié les choses peut-être un petit peu? Ils ont simplifié les choses, ils ont rempli des portefeuilles d'actionnaires. Oui, on trouve tout au même endroit. Mais moi, j'ai vu ça comme ça au début. Moi, je les ai vus arriver, vu mon grand âge, je les ai vus arriver. Je trouvais bien de pouvoir acheter mes oranges et mes souliers au même endroit. Dans la tête des gens à l'époque, c'était un progrès quand même. Oui, mais on a cru. Alors là, sur le développement, on peut discuter. On pourrait discuter de développement. Mais en tout cas, il y a du boulot dans la grande distribution en matière d'emballage, de quantité vendue. Et comme tu disais, le rayon où on trouve tout en vrac, les lentilles en vrac, non plus. c'est très triste. C'est très triste par rapport à nos beaux emballages en couleur auxquels on est habitué, ça avec un dosage bien fait. On est coincé dans cette société de consommation. Mais là, c'est nous qui n'avons pas, qui avons accepté des schémas inacceptables, vraiment. Et là, j'en assume une part de responsabilité parce que ma génération, on a pas seulement accepté, on a favorisé, on est allé droit dedans, quoi, vraiment. Pardonnez-nous. Non, Pardonnez-nous. Moi je suis baigné dedans aussi, j'adore aller faire mes courses dans les supermarchés. Mais on aime bien partir lors d'un voyage dans un petit village où justement on va acheter sur le marché, j'adore ça aussi. Ah oui. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais on pourrait peut-être aimer les deux. Vont sur les marchés aussi, les études le disent. Sur les marchés des petites villes, on retrouve les mêmes utilisateurs. Donc l'un n'enlève pas l'autre. Oui. Et alors vous voulez dire par là qu'en fait on trouve d'autant plus agréable le petit marché. Vous donnez l'exemple que quand on va en voyage, effectivement on va sur les marchés. Mais même à côté de chez nous, on va sur les marchés, mais ça n'enlève pas qu'on aille aussi dans la distribution. C'est pas incompatible tout ça, ça doit vivre ensemble quand même. Mais peut-être que chacun doit mener sa petite démarche et se dire tiens, je vais aller un peu plus au marché et un peu plus aux AMAP et un peu moins chez un tel et un tel de la grande distribution. Socialement trouver un équilibre. Tu voulais poser une question sur les circuits courts? Oui, tout à l'heure Philippe, vous parliez des circuits courts. Comment vous favorisez ça? J'ai entendu dire que donc Humus essaie dans les collectivités, écoles, etc. Comment vous arrivez à convaincre? Nous, quand on peut s'exprimer, on dit ce qu'on pense, on voudrait que ça se passe comme on croit que c'est bien, on n'est pas non plus détenteur de la vérité. Comment, pour convaincre, on donne les exemples que l'on connaît, à savoir des films par exemple. Il y a un film que sans doute vous connaissez qui s'appelle Nos enfants nous le reprocheront. Et où justement il y a l'exemple d'une municipalité qui a pris des dispositions ne plaisantant à tout le monde, mais imposant une alimentation saine. Et il y a les films aussi, les superbes films de Marie-Monique Robin, peut-être les avez-vous vus, là ce sont des films polémiques, autant le dire, pour Arte ou pour des conférences ici et là, pour Arte essentiellement. Entre autres, il y en a un qui s'appelait Le Monde selon Monsanto, et où on sait bien que c'était pas en faveur de Monsanto. Mais il y en a eu un récemment, avant il y a eu Les Moissons du Futur, c'était un excellent film aussi, qui donnait de superbes exemples de ce que l'on peut faire très différent de ce qui se pratique le plus souvent, grâce à quelques résistants ici, ou quelques méthodes conservées ailleurs dans le monde, et ça on sait faire. Ou Sacrée Croissance, le dernier film s'appelle Sacrée Croissance, il faut le voir. La pub est faite. Un petit mot sur le gaspillage alimentaire, c'est un sujet d'actualité. Guillaume Garot, l'ancien ministre, nouveau député, enfin on ne sait plus, ils font beaucoup de choses. En tout cas, député, il a remis un rapport à notre cher Manuel Valls pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'était la semaine dernière. Alors c'est un texte qui préconise l'interdiction aux grandes surfaces de jeter les invendus et en faire don aux associations qui en feront la demande.
Un petit mot, 160 € par personne sont jetés à la poubelle chaque année. Alors est-ce que déjà ce rapport va dans le bon sens selon vous? Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il était le temps de le faire? Si on pouvait éviter que les gens, si on pouvait, comment dire, rendre les gens désireux de n'acheter que ce dont ils ont besoin, déjà, et limiter le gaspillage chez les consommateurs. Parce que il y a la quantité gaspillée par les grandes surfaces, on va parler avec les grandes surfaces, mais il y a la quantité gaspillée par le consommateur. Donc la grande surface, elle est coupable de pousser le consommateur à acheter, enfin coupable entre guillemets, de pousser le consommateur à acheter au-delà de ses besoins. Après, le magasin qui achète au-dessus, enfin plus que la quantité dont il a besoin, et qui, pour éviter que ce soit recyclé, le détruit, parce qu'il y a ça. Dans certains cas, on le détruit. Voilà. Alors, ça c'est triste. Oui, c'est triste effectivement, mais enfin, il y a la responsabilité du directeur du supermarché. Si une personne vient le prendre dans la poubelle et qu'il a une intoxication alimentaire, c'est le directeur qui est convoqué au tribunal. C'est pour ça qu'il se protégeait effectivement en mettant de la javel sur certains produits. Mais il y avait quand même déjà, il y a quand même déjà des magasins des centres commerciaux qui fonctionnent, qui ont anticipé par rapport à cette loi, puisque le Secours populaire, par exemple, recueille, puis bon, la banque alimentaire, etc., recueille des surplus de magasins qui sont juste en limite et qu'il faut effectivement ensuite placer rapidement chez les gens qui en ont besoin pour en faire le meilleur usage. Et donc, que les magasins détruisent, ça c'est lamentable. On m'a raconté des choses incroyables sur les bennes de pâtisserie encore dans leur emballage et qui n'étaient pas mangeables le lundi et donc le samedi soir partaient à la benne. Bon, ce sont des choses insupportables. Qu'il y ait des facilités, parce que ce sont des facilités qui sont faites pour les grandes surfaces, il me semble. En fait, ils vont pouvoir défalquer ça de leurs impôts. Bref, donc il y a, en fait, c'est une facilité qui leur est accordée. Bon, après, qui va gérer ces surplus? Est-ce que c'est la ville, des services particuliers? Est-ce que ce sont des associations qui, trop souvent d'ailleurs, parfois les associations doivent faire le tampon entre tout ça, et parfois elles n'en peuvent plus d'avoir tous ces rôles à jouer. On parle de viande? Justement, oui, on parle de viande. Donc, Humus, vous préconisez, excusez-moi, que nous passions tout végétarien. Ah non. Non. Ah là, on préconise. Sur vos fiches, carrément, il y a écrit comme Leonardo DiCaprio, comme qui nous avons, qui est végétarien. Oui, mais ça c'est... Voilà, nous avons Leonardo, Gandhi, Richard Gere, donc nous avons un peu de tout en fait. Vanessa Paradis aussi. Soyons tous végétariens. Est-ce que c'est vraiment très sérieux ça? Non mais ça c'est pour impacter, ça c'est pour toucher alors, les gens. Vous utilisez des méthodes que vous condamnez sur d'autres choses. C'est pas possible de faire ça. Enfin, vous utilisez des people, comme on dit. C'est dingue. Candy, oui. Lui aussi. On sait, moi je vais répondre avec quelques chiffres que malheureusement je ne domine pas parfaitement, mais on sait que les protéines animales nécessitent, je simplifie, je crois que c'est 7, 8, on va mettre quasiment 10 fois plus d'eau que les protéines végétales, 10 fois plus de surface, enfin selon le type d'élevage évidemment, que les protéines végétales, et peut-être 10 fois plus d'énergie, je ne sais pas, en tout cas beaucoup plus d'énergie que les protéines végétales. Donc partant de ce principe, certainement, il pourrait, alors en plus on a parlé du méthane, il y a peut-être des élevages dont on a dit qu'ils étaient très importants, mais qui peut-être ne seraient pas nécessaires si la consommation de viande était plus modérée, et que, j'en connais certains, mais le problème c'est qu'il faut, voilà, on ne prône pas une interdiction, parce que c'est... Et puis en plus, la rareté constitue un plaisir, bien souvent. C'est-à-dire que si on ne mange du lapin qu'une fois par an, il est bien meilleur que si on en mange toutes les semaines. Vous parlez d'une viande que je ne mange pas, je ne mange pas de lapin, mais vous m'avez dit je parle du lapin. Une côte de bœuf. Une côte de bœuf, on peut extrapoler, parler de côte de bœuf. Il faut manger toutes les semaines.
Ouais, ça j'ai du mal. C'est une semaine sans manger de bœuf, moi je suis malade à la fin de la semaine si vous voulez. Donc. Ah oui. Il est en manque, vraiment. vous le verrez Mais en je manque. le sens en manque Alors, de bœuf quoi. Ah oui, mais bon, il paraît aussi, mais ça ce sont les diététiciens ou les médecins même qui disent que finalement trop de viande apporte quelques risques au niveau cardiaque, au niveau cancer et tout ça. Moi, Oui, mais ça c'est preuve, récurrent, il y a des diététiciens qui vont dire que tel autre produit apporte des carences sur autre chose. Ça c'est un discours... Aucun ne dit ne manger que de la viande, enfin je crois qu'ils sont non, peu ça c'est à préconiser. un célèbre homme qui a tenté de faire des régimes, là, c'est la méthode Duncan, c'est ça qui n'a fait manger de la viande à tout le monde. Oui, mais ça n'a pas marché, je crois. Et donc, en tout cas. Donc en fait, je crois que là aussi, c'est la modération. Alors, peut-être qu'il faut essayer une semaine sans pour voir. Ouais. Je suis malade à la fin, l'invité suivant, je serai exécrable. Non, mais enfin, voilà, c'est tous d'essayer en fait. Je pense qu'il faut essayer, d'autant qu'il faut presque faire une distinction entre les végétariens, qui quand même consomment du lait, consomment des œufs. Il y a les végétaliens qui eux, les fameux véganes, et moi je connais des gens qui sont dans l'extrême, effectivement, des ayatollahs de cette théorie, et qui par contre ne sont pas du tout satisfaisants du point de vue écologique, parce qu'ils achètent des compléments alimentaires, ils achètent des produits qui sans doute sont bio, mais qui ont parcouru la moitié de la circonférence de la planète, quoi. Donc, non, je pense qu'une bonne alimentation à la map du coin reste probablement la sagesse. La meilleure chose. Oui, parce qu'on parlait donc d'être végétarien, mais justement, si on arrête de consommer de la viande, c'est du chômage aussi. Des entreprises entières, enfin des sociétés d'équarrissage, etc., etc. Tous les abattoirs, les bouchers. On gère ça comment les économiquement? On les met tous au chômage en fait. À propos des emplois chez les équarrisseurs, non, mais les bouchers, chez tout le monde. On tue des filières entières. Il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens arrêtez ou limitez votre consommation de viande. Il y a des conséquences, il y a des gens qui ont construit leur histoire et leur avenir sur vraiment un engagement sur leur exploitation. Il y a probablement encore de la place pour les gens qui préparent de bons plats à partir de bons aliments, et même s'ils sont carnés, les aliments en question. Je pense qu'il y a encore de la place et pour longtemps. Mais là, il me vient à l'esprit quelques chiffres, je ne sais pas si ça rentre dans le sujet, mais quelques chiffres. L'agriculture autrefois, l'agriculture, la production agricole, en 1900, occupait 50% des gens. 50% des actifs. Et actuellement, elle occupe 3% des actifs. 3%. Alors bien sûr, il y a de l'agroalimentaire à côté qui compense, mais ce sont des chiffres un peu inquiétants quand même. Je crois qu'il y a actuellement 400 000 exploitations agricoles, mais on sait déjà qu'en 2025, il n'y aura plus que 300 000. Alors effectivement, si on veut recycler tous ces gens-là dans la transformation de la viande et tout, je ne sais pas si c'est vraiment le bon choix. Je sais pas, dans un autre pays... en Équateur, pour tout dire, il y a 65% de l'alimentation de base, à l'heure actuelle, est fournie par des petites fermes. Ils sont, je ne sais plus quel est le pourcentage de gens travaillant dans l'agriculture, mais il est très important, qui vont de 1 à 5 hectares. De 1 à 5 hectares, et qui fournissent 65% de la population. Donc on a quand même des schémas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille retourner à ce qu'on a vécu il y a 200 ans. Dans des conditions particulières, en Équateur. Vous voulez dire au point de vue climatique ou au point de vue... Non, même aux conditions humainement, puisqu'on fait partie quand même du commerce équitable, l'Équateur. On y va pour soutenir le commerce équitable. Donc est-ce que je dois exploiter un mini-espace avec des limites de fonctionnement pour paraître écologique? Je ne crois pas quand même. Ah, mais ça me dérange un peu. Ah, mais le commerce équitable, enfin la production équitable, normalement, c'est je ne sais pas si vous pensez à des produits en particulier, mais là il s'agissait je parlais moi de la production pour le pays. 65% de l'alimentation du pays. Par contre, pour ce qui est de la production destinée à l'exportation, car il y en a, il y a de toute façon de la production de crevettes, par exemple, qui n'a pas acheté un jour ou l'autre des crevettes ou des gambas d'origine équatorienne, donc à éviter le plus possible. Mais par contre, il y a quelques exploitations qui produisent également des gambas en Équateur, avec le souci de l'éthique, justement, et ça veut dire que celui qui achète
nous, enfin l'intermédiaire entre eux et nous. Celui qui achète, il procure, c'est ça la définition de l'éthique, il procure aux travailleurs les conditions décentes de vie, à savoir se loger, se nourrir, éduquer ses enfants, etc. Donc de l'éthique, il y en a aussi en Équateur, et peut-être davantage, parce que sur l'Équateur, je veux bien dire d'autres choses éventuellement, mais c'est peut-être pas le propos. On a parlé d'élevage, donc de l'eau, effectivement, vous l'avez dit, vous parlez d'économie d'eau, Humus 44 aussi. On peut se dire une chose, c'est qu'en 2015, chaque minute, un enfant de moins de 5 ans meurt d'une maladie liée à l'eau, et 3,5 milliards d'êtres humains en fait, sont impactés par de l'eau dangereuse pour leur santé. Pendant ce temps-là, nous, on utilise de l'eau potable pour nos toilettes, en fait. Alors avec ça, il n'y a qu'un pas pour ma transition, parce que Humus nous propose des toilettes sèches. Ben oui, sur la base de ce discours-là, oui, justement, sur la base de ce discours-là. C'est intolérable de savoir qu'il y a des gens qui meurent de soif ou qui meurent de maladies liées à une mauvaise eau, alors que nous, on utilise de l'eau rendue potable, rendue potable, qu'elle ne l'est pas naturellement, parce qu'elle n'est plus nulle part naturellement, rendue potable, physiquement, chimiquement, toutes sortes de procédés, et qui nous sert pour éliminer des excréments. Excréments qui, grâce à cette eau, se rendent très très vite, même s'ils passent par des filtres, etc., se rendent très très vite dans les ruisseaux, dans les différents endroits où l'eau coule, y compris dans la nappe phréatique, et dans la Loire, et avec un bon nombre probablement de molécules chimiques que les filtres n'ont pas retenues, et peut-être même de je ne sais trop quelle faune microbienne, microscopique, etc. Donc oui, là on a des arguments, mais vous les connaissez bien. Et si on utilisait juste de l'eau non potable déjà, avant de passer aux toilettes sèches, parce que c'est pas possible ça. Ce serait. Mais avant. Mais ce serait déjà mieux, mais ça n'empêche que l'eau non potable, elle va évacuer à grande vitesse tout ça, dont les molécules chimiques, et j'insiste parce que les molécules chimiques, ce sont des milliers de molécules chimiques, dont on ne domine pas ce qu'elles deviennent, même avec les filtres, dont on n'est pas capable de retrouver la trace après, qui sont capables d'être très dangereuses, qui s'assemblent entre elles. Enfin, moi, il se passe des processus chimiques qu'on ne domine pas du tout. Et d'ailleurs, enfin, tout le monde a entendu parler de l'exemple phare qui est le sexe des poissons. Mais non, nous, ça ne veut pas dire que dans notre système de toilettes sèches, les molécules chimiques n'existent pas. Elles existent aussi. Mais en tout cas, elles ne sont pas éliminées de cette façon. Et avec un compost qui vient derrière bien géré, une partie des transformations, alors grâce aux rayons solaires, grâce à différentes opérations, puisque carbone, azote et oxygène constituent tout un tas de compositions. Et donc, je pense qu'il est prouvé. Moi, je ne suis pas assez scientifique pour vous dire comment, mais il est prouvé que le compost, géré pendant 1 an, 2 ans, et sur raison 3 ans, la 3e année, on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Il n'est pas plus dangereux. Un compost qui contient des excréments humains n'est pas plus dangereux qu'un fumier qui est autorisé dans l'agriculture biologique. Tout à fait, mais après, psychologiquement, de là à mettre ça dans mes tomates et les manger après, il y a un problème. Il faut le laisser, si la période de maturation est longue, mais il faut faire l'expérience, il faut aller chez quelqu'un qui le fasse. Je vais vous donner des adresses après. Je vous donnerai des adresses de gens. Une question, ça coûte combien des toilettes sèches à installer chez nous? Combien ça coûte? 0. 250 € TTC pour une toilette sèche pour enfants, 380 pour une toilette sèche d'intérieur avec un si vous me l'aviez dit. Un jour, j'espère que vos caméras se déplaceront là où on est un petit peu installé. Le modèle le plus élémentaire, c'est un bidon de peinture, enfin un bidon vide de peinture, sur lequel on peut éventuellement, si les bords sont assez minces, on peut rajouter une lunette de toilette. Je l'ai vu. Et quand même. Une lunette de toilette avec son couvercle et tout. Et si le bidon a la hauteur suffisante, quitte à lui mettre une cale dessous, on a une toilette zéro pour son usage personnel. Mais on peut, pour pas beaucoup plus cher, en faire de très belles. Je veux bien que vous veniez voir de très très belles avec de la mosaïque, etc., qui feront vraiment concurrence aux toilettes
ordinaires que vous avez chez vous, ces toilettes extraordinaires seront bien plus tentantes, y compris par vos visiteurs. Alors, hier, Maïté, t'es parti alors, juste mon voyage, j'étais aux eaux de la Boissière du Doré. Je vais vous raconter ma vie. Ah oui. Il y a les toilettes sèches. Eh bien, écoutez, il y avait la queue aux toilettes normales et pas une personne aux toilettes sèches. Voilà. Donc, je pense que le message va être compliqué quand même à faire passer. Et les gens, ils n'ont pas envie. Enfin, ça fait flipper, excusez-moi l'expression, mais c'est un truc pas possible quand même. Est-ce que vous avez ouvert les deux, comparé? J'ai déjà pratiqué parce que je suis de Robinson Crusoe et je suis allée dans les cabanes là pas très loin et il y a les toilettes sèches. Mon adolescent qui est venu avec moi a failli s'échapper en courant quand le lendemain je lui ai dit tu prends le sachet et tu vas le déposer où il faut. Voilà. Ça, comment on sensibilise les ados par exemple? Sur votre site, il est écrit qu'on enlève le sachet, c'est ça, pour une famille de 4 personnes, 2 fois par semaine. C'est sérieux? Tout dépend. Non, mais tout dépend de la dimension du récipient. De la production, excusez-moi. Et la quantité de production. Alors, il va de soi qu'une famille de 4 produit plus qu'une famille de 2. Il ne faut pas manger de triomphe, tu sais, non mais voilà, enfin, c'est aussi, c'est terrible comme histoire. C'est ennuyeux de parler de ça peut-être. Non, du tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prête à sourire. Arriver à convaincre, parce que là, moi j'ai fait un test autour de moi pour poser la question moi aussi, dans mon environnement, j'ai personne. Personne qui est preneur d'avoir ça chez soi déjà. Alors, l'idéal, c'est à la Boissière du Doré, je pense qu'il n'y a personne à côté des toilettes sèches. J'y suis allé il n'y a pas longtemps et il n'y avait personne effectivement. L'idéal, c'est qu'il y ait quelqu'un à côté qui explique les bonnes raisons d'utiliser les toilettes sèches. Et parmi les bonnes raisons des toilettes sèches... Il faut le payer pour qu'il soit là aussi. Ah, alors ça c'est un problème, un thème dont je veux bien parler aussi, s'il y a du temps. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui explique, parce que écrit ça suffit pas, quelqu'un qui explique les bonnes raisons d'utiliser les toilettes sèches, qui explique qu'on peut gérer de manière tout à fait hygiénique les toilettes sèches. C'est pas parce que ça passe dans des tuyaux, ça va dans des... Le système avec l'évacuation par chasse d'eau, faut pas croire qu'il soit hygiénique sur toute la... Non. Donc en fait, et si on explique qu'effectivement on redonne à la terre, on a parlé du hus, mais les toilettes sèches, c'est qu'on restitue à la terre. C'est pas simplement économiser de l'eau, c'est bien. Certains disent que ça c'est le deuxième argument, mais que le premier, c'est restituer à la terre ce qu'on lui a pris. Et moi ce discours me plaît bien. Je pense que on lui doit à la terre ce qu'on lui a pris. Mais on ne lui restitue pas sous sa forme la plus dégoûtante. On lui restitue après le passage par la phase de transformation avec des différents mélanges, du broyat, etc., des déchets alimentaires. Et je vous jure que moi, quand j'ai découvert ça il y a très très longtemps, le copain en question, c'était les années folles que vous n'avez pas connues puisque vous êtes trop jeune, mais lui déjà il était il a construit une maison, il a mis des toilettes sèches et il m'a dit viens voir. C'était pas le sitôt après usage non plus, mais il m'a dit viens voir et il en a pris dans sa main de cet humus qui avait eu sa période de maturation. Viens voir, on en mangerait. Il m'a dit ça et j'ai été impacté pour longtemps. Bah écoute, je te laisse apprécier, bon Philippe. Appétit, bien sûr. Venez nous voir avec vos caméras, on vous montrera des choses. Une dernière question, Maïté? Oui, bah si, on est... Voilà, c'est dans la succession des... Enfin, c'est bien, avec le sujet précédent. Les couches lavables. Alors écoutez, là aussi, c'est un homme qui a pondu ça. Mais elles existent. Hein. Moi, je suis étonné de voir le nombre de modèles et de marques qui proposent des couches lavables. Je suis étonné. Vous êtes conscient quand même que c'est un combat que nos mères ont fait quand même. Elles ont été ravies d'avoir des couches jetables. Au point de vue facilité, c'est évidemment infiniment mieux. Mais il en va de même de tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant maintenant d'avoir une cafetière qui se programme toute seule ou que je programme à distance pour que quand je descends dans ma cuisine, j'ai déjà l'odeur du café tout fait. C'est beaucoup plus simple que ce qui se pratiquait hier ou qui se pratique encore ailleurs. Mais c'était hier, à l'échelle de l'humanité, c'est tout récent. C'était faire un feu dans la cheminée, aller chercher l'eau au puits pour mettre dans le chaudron, chauffer l'eau du chaudron et une heure après, on pouvait espérer avoir du café.
entre les deux, la facilité, on la préfère. Mais il en va à peu près de même des couches jetables, encore qu'il n'y a pas la même proportion, je crois. Ce sont des arguments. Tout le monde ne pratiquera jamais cette méthode des couches jetables, et c'est même pas souhaitable. Mais les gens qui ont le temps, les gens qui ont la conviction, pourquoi pas? Au vu de quelques arguments que j'ai apportés justement. Ça, je vais les retrouver, je crois. Les arguments en faveur des toilettes, des couches jetables. Parce que je finis par me... Voilà, les couches lavables. Les couches lavables. Les couches non lavables et jetables nécessitent, on peut toujours remettre en question les calculs, hein, mais moi là je me base sur, c'est pas moi qui les ai calculés, 3,5 fois plus d'énergie, 2,3 fois plus d'eau pour leur fabrication, 8,3 fois plus de matières premières non renouvelables et 90 fois plus de matières premières renouvelables. Donc en fait, au vu de ces chiffres-là, on ne peut que préconiser l'usage des toilettes, des couches lavables. Mais on a bien conscience que c'est une peine. Alors, je ne saurais pas quelle est la bonne méthode pour enlever le caca du bébé, et laver, mais elles sont prévues, je crois qu'elles sont prévues pour passer par la machine à laver, peut-être après le passage dans un seau, je ne sais pas. Il y a en tout cas des moyens pas si contraignants, semble-t-il, mais je ne domine pas. Pas contraignant. Alors je vais vous donner un exemple, il y a des crèches à Nantes qui ont essayé, hein, puisque ça a été une proposition qu'on leur a faite, et des crèches plutôt novatrices, comme la maison de Jordan, a essayé. Le résultat, ils ont arrêté au bout de moins de 6 mois. Pourquoi? Parce que le fait de devoir changer, il y a 6, mettons, nourrissons, qu'il faut vraiment changer les couches très régulièrement, des nourrissons c'est encore plus fragile que plus tard, enfin bon bref, donc il faut faire très attention. Ça a occupé, en temps partiel, une jeune femme qui ne faisait que ça. Entre lancer les machines, les seurages, enfin la totale. Donc ils ont dû créer un emploi. Ils n'ont pas pu parce qu'à terme, c'était pas viable financièrement. Et donc ils ont renoncé? Bien sûr. Et licencié quelqu'un? Mais non, ils n'ont surtout pas embauché, c'est-à-dire qu'ils ont calculé. Là, ça les poussait à embaucher quelqu'un. La personne qui s'occupait des bébés était censée laisser les bébés pour aller ne faire que ça. Enfin, oui, c'était n'importe quoi. Au niveau surveillance, à moins d'engager une personne supplémentaire. Eh bien, quand on vous dit que l'écologie est créatrice d'emplois, c'est exactement ce que vous nous prouvez. L'écologie. Là, en l'occurrence, on va ruiner la crèche. La crèche, elle ne peut pas augmenter ses tarifs. C'est par rapport à la CAF, ce sont des subventions. Donc là, il n'y a pas de création d'emplois. C'est juste qu'on endette une crèche. C'est ça l'écologie. Mais est-ce qu'il vaut mieux, qu'est-ce qu'il vaut mieux, être au chômage ou avoir un emploi comme ça? C'est pas le problème, la crèche n'a pas les moyens de financer Non, mais peut-être que justement une crèche qui serait écologiquement certifiée, peut-être devrait-elle avoir une aide supplémentaire qui lui permettrait d'embaucher quelqu'un dont le travail serait, peut-être pas seulement ça, mais en partie de s'occuper de ça. Et tout à l'heure je disais je pourrais parler d'Équateur davantage, mais ça me donne l'occasion d'en parler, effectivement, parce que en Équateur, le secteur, alors on l'appelle pas ESS, on l'appelle EPS, le secteur de l'économie populaire et solidaire, eh bien, dans ce secteur, où il y a, grâce aux petites structures, aux structures familiales, il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est 50% d'activité, à côté du secteur privé et du secteur public, c'est 50%, j'exagère peut-être, mais c'est cet ordre-là, pour le secteur populaire et solidaire. Eh bien, il y a des dispositions pour ça, c'est-à-dire que ces petites structures qui fonctionnent selon l'économie populaire ont, par rapport à aux impôts et par rapport à un certain nombre de redevances, ont un régime privilégié. Pour revenir à la première question, ça veut dire que quelque part la politique peut jouer un rôle par rapport à certains engagements, et dans ce domaine-là pourrait justement créer des emplois. Eh bien, vous avez maintenir ce qui existe. Vous avez bouclé la boucle, Jean-Luc, puisque vous revenez au début. Alors, merci beaucoup, Jean-Luc Delomeau, d'être passé nous voir, d'être venu sur notre plateau ici au Clos Saint-Thomas à Sucé-sur-Erdre. Merci, Maïté. Merci. Moins réfractaire. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon. Vous pourrez en rediscuter. Je repars en voiture.
Oui, non, mais simplement qu'on peut en reparler. Et moi, je serais vraiment désireux, pas seulement moi, mais tous les collègues de l'association, je pourrais les nommer les Gérard, les Philippe, etc., les Alain et autres. On serait ravis de vous recevoir pour continuer la conversation et continuer, non pas pour vous convaincre, mais vous dire quand même un peu plus nos idées. Et ben, nous convaincrons le président de la chaîne. Je sens avec plaisir. Un monsieur plus convaincu que. Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis convaincu sur certaines choses. Alors, je n'irai pas jusqu'aux toilettes sèches, ni la bonbon, ni la map, ni. À la map, ça m'intéresse un petit peu. Bref, on est là pour parler de moi. Merci donc, Maïté. On se retrouve très très vite. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était une construction collective. Ici, on a